sur notre deuxième sujet de la matinée. Pour en parler, je vais accueillir François Petit. Vous pouvez l'applaudir, champion du monde d'escalade et fondateur de Climb Up. Je vous laisse aller vous asseoir sur la chaise là-bas. Philippe Audoux, directeur général et cofondateur de Sport dans la ville. Et Jules Jacquet, responsable commercial, marketing, communication de l'Assul Vaux-en-Velin Handball. Ah non, là, Philippe, vous piquez ma place, là. Non, je plaisante. Bienvenue à tous les trois. Comment donc construire les nouveaux modèles du sport français avec une pratique accessible à tous? On va parler de ça. Je vais me tourner vers vous, Philippe Audoux, d'abord directeur général et cofondateur de Sport dans la ville. Je voudrais que vous me racontiez le sport impact. C'est votre sujet pour le coup par essence. Racontez-nous, reparlez-nous de l'histoire de Sport dans la ville. Sport dans la ville est né en 98, donc il y a 25 ans de cela, et a pour mission principale de venir en soutien à des jeunes qui habitent dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Voilà, donc on construit et on anime en pied d'immeuble au cœur de ces quartiers des terrains de sport dans lesquels les jeunes peuvent venir gratuitement pratiquer du sport tous les mercredis et les samedis, encadrés par des éducateurs professionnels. Et on utilise cette magnifique rencontre que nos jeunes font avec nos équipes au travers du sport pour les emmener dans le temps vers un projet d'emploi, d'insertion professionnelle en entreprise, pour certains d'entre eux vers un projet de création d'entreprise, puisque dans les quartiers prioritaires où on intervient, il y a beaucoup de talents entrepreneuriaux. Voilà, et donc en 25 ans, Sport dans la ville a créé 60 centres sportifs dans une trentaine de villes en France. On est aujourd'hui la principale association d'insertion par le sport en France, et on a 12 000 jeunes qui sont inscrits cette année dans nos programmes sportifs et d'insertion professionnelle. On a vraiment comme finalité celle de l'emploi. On intervient dans des quartiers prioritaires où le taux de chômage des jeunes est important. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir aider tous ces jeunes qui vont grandir, se développer par le biais de la pratique sportive, de pouvoir accéder à un emploi durable en entreprise. On a entendu les chiffres que vous donniez. C'est une réussite incroyable. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait un besoin, que ce besoin il existe toujours, qu'il y avait un manque? Alors on est dans des actions, sur lesquelles il faut être très humble et modeste, parce que la réalité du terrain est une réalité souvent compliquée dans ces environnements où il y a beaucoup de difficultés sociales. Mais effectivement, en France, il y a près de 800 quartiers prioritaires dans les zones urbaines et périurbaines. Aujourd'hui, on intervient dans 60 d'entre elles, donc on a encore du chemin à parcourir. Et c'est vrai que, pour une raison un peu regrettable, mais ces territoires qui sont des territoires souvent où il y a beaucoup de jeunes, et donc quand on est jeune, généralement, on a envie de faire du sport. Ce sont des territoires qui sont très carencés en infrastructures sportives de proximité. Il y a bien sûr beaucoup de clubs sportifs qui existent sur ces territoires, qui ont des infrastructures, mais plutôt en périphérie des quartiers. Et en pied d'immeuble, il n'y a pas d'infrastructure. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout en France. On n'a malheureusement pas des infrastructures aussi développées que dans des pays anglo-saxons comme les États-Unis ou l'Angleterre, où souvent, au cœur d'un quartier, eh bien, il y a un terrain de foot, un terrain de basket qui existe, qui est accessible au plus grand nombre. Et ce n'est pas le cas dans nos quartiers prioritaires. Voilà, donc on crée aussi des lieux de vie, des infrastructures de qualité qui vont pouvoir profiter aux jeunes et à toute la population du quartier, voilà, en utilisant aussi ces espaces pour se réapproprier parfois des espaces publics qui sont un peu délaissés ou en difficulté. Oui, ça veut dire que ce que vous constatez, pour déjà commencer à répondre à notre question, c'est que le sport n'est pas vraiment accessible à tous les publics aujourd'hui encore en France. Non, alors il y a le sport en club, dans les infrastructures de club, mais dans ces quartiers prioritaires, quand il y a des familles nombreuses, les familles n'ont pas toujours les moyens de pouvoir offrir une licence, une inscription à tous leurs enfants. Et c'est vrai que en dehors des clubs qui sont nombreux et qui accueillent bien sûr beaucoup de monde, quand vous voulez pratiquer un sport de manière un peu plus libre, dans l'espace public, il y a peu d'infrastructures qui existent. Je voulais que vous me parliez de Elle dans la ville. Qu'est-ce que c'est cette branche, on va dire, de sport dans la ville que vous avez créée? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un programme dédié aux jeunes filles, comme son nom l'indique, parce que très rapidement, quand on a créé Sport dans la ville, on s'est rendu compte que dans nos centres sportifs, dans nos programmes sportifs, il y avait une très grande majorité de garçons qui venaient, notamment à partir de l'âge de 11-12 ans,
Et c'est généralement des âges qui sont un peu critiques, à partir desquels filles et garçons n'ont plus forcément envie de faire du sport ensemble. Mais les filles décrochent plus, les chiffres le disent pour le coup. Les filles décrochent plus, ouais, tout à fait. Il y a un peu de discrimination naturelle, je dirais, dans la pratique sportive. Et donc on a créé un programme, Elle dans la ville, qui est un programme sportif dédié aux jeunes filles. Donc on a plus de 3000 jeunes filles cette année qui sont inscrites dans ce programme sportif, avec pour objectif bien de conserver le lien dans le temps avec les filles, pour qu'elles puissent également, à partir de l'âge de 16-17 ans, intégrer et rejoindre nos programmes d'accès à l'emploi, puisque dans les quartiers prioritaires où on intervient, il y a autant de filles que de garçons, et on a envie d'aider autant les filles que les garçons. Et du coup, ce programme nous permet aujourd'hui d'accueillir des jeunes filles en nombre. C'est plus de 30% des jeunes qui sont inscrits dans nos programmes sportifs. Et dans nos programmes d'insertion professionnelle, aujourd'hui, on est à parité. Il y a autant de filles que de garçons. Et ça, c'est notre programme Elle dans la ville qui nous a permis d'atteindre ce résultat. Et du coup, vous parlez de filles, de garçons. Vous faites quoi? Des pratiques mixtes, des pratiques que filles, des pratiques garçons? Comment ça se passe? Alors la pratique est mixte jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Et puis à partir de 11-12 ans, on a des groupes de filles, des groupes de garçons qui s'entraînent sur les mêmes infrastructures, mais il y a des créneaux sportifs dédiés aux filles. Voilà, et ça fonctionne très bien. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse intervenir par rapport à ce que vont nous raconter aussi vos deux voisins. Jules Jacquet, je commence avec vous, responsable... Non, je vous laisse vous présenter. Alors déjà, on dit ASUL, est-ce que je l'ai bien dit? Tout à fait, exactement. Donc bonjour, donc moi oui, tout à fait, je suis Jules Jacquet, je suis directeur du club de la SUL Vent-en-Velin Handball. Donc le club de la SUL, c'est un club de handball féminin qui est basé sur Vent-en-Velin, qui existe depuis 1945. Donc oui, on dit ASUL puisque Association Sportive Universitaire Lyonnaise. Donc on est né à la Doua, on est universitaire. On est arrivé sur Vent-en-Velin sous les coups de 1989. Et en fait, la particularité de notre activité, c'est qu'on est sur un club uniquement féminin. De handball uniquement féminin, de tout âge. Ça va de 6 ans, 3 ans, à peu près approximativement, jusqu'au senior. Et du coup, on a voulu créer, dans notre club, au sein de notre club, un gros projet qui s'appelle l'éducation et l'insertion par le sport. Donc le club de la SUL, depuis qu'il est sur Vent-en-Velin, on le fait depuis des années. D'ailleurs, on travaille avec Sport dans la ville. Et donc voilà, on a monté de nombreux projets et surtout, on a voulu aussi créer un club de haut niveau. Puisque le club de la SUL, historiquement, il a joué pendant 40 ans en première division. On a joué des Coupes d'Europe. Il y a des jeunes filles qui sont sorties, qui sont encore en équipe de France, type Nuancia Nyambla. Voilà, par exemple, encore en activité. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir créer un club féminin qui va vers le haut niveau, qui est poussé socialement et économiquement, ancré localement aussi dans son lieu. Combien de jeunes filles, de jeunes femmes dans le club? On est sur 250 jeunes licenciés, uniquement féminins, qui sont à la pratique du handball. En quoi vous êtes innovant socialement et économiquement, du coup? Alors, il faut savoir que du coup, le club de la SUL, on est rentré dans la Ligue féminine de handball depuis juillet. Donc, en fait, on est rentré dans la Ligue professionnelle, officiellement, depuis juillet. Et donc, il a fallu innover, on va dire, pour trouver des fonds. Parce que nos partenaires, ils sont là, bien évidemment, et on les remercie encore. Mais il a fallu trouver quelque chose un peu d'innovant pour se démarquer de tous les gros clubs qu'on a aux alentours de nous. Et parce que le sport business... c'est pas pour tout le monde non plus. On a des gens qui savent bien mieux faire que nous. Et donc, voilà, on s'est dit, on a fait un constat. On a dit, voilà, nous, on fait des actions envers notre public, le public lyonnais, le bassin lyonnais. Et comment valoriser ça? Et tout simplement, avec le modèle ASUL et l'ADN que la SUL a, on a créé ce qu'on appelle une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Et donc on rentre par la même occasion en fait dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire. On rentre également dans un modèle économique vertueux. Et l'objectif, c'était clairement ça, voilà, de pouvoir en fait innover et de pouvoir trouver des fonds Allez-y. Différents. Voilà. Et c'est facile ou pas? Alors non, pas du tout. Grosso modo, on a mis pratiquement 1 an à créer cette société parce que ça comprend beaucoup de choses. Il a fallu créer des collèges. Les collèges, donc en gros, il y a des collèges pour les entreprises, des collèges pour les salariés, des collèges pour les institutionnels aussi.
Et tout ça fait que ça prend du temps. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, il a fallu continuer. Vous pouvez boire un petit peu d'eau si vous voulez. Hein. On a le droit de faire des pauses. On est... Pardon, j'ai pas l'habitude. Il n'y a pas de problème. Et donc, il a fallu innover, il a fallu créer des projets qui sont en accord et en commun avec tout le monde. Et l'objectif, c'était de se dire qu'on crée une gouvernance partagée. Pourquoi ? Parce que en fait, le club de la SUL, il est comme ça. Il est comme ça, pardon. Et on a voulu faire partager tout ça et que tous ces projets-là, ils soient communs. Et que du coup, derrière, on arrive à y mettre une économie derrière. Alors, je prends des exemples très concrets. Hein. Hier, par exemple, on était dans les quartiers prioritaires de la ville, en plein centre de Vaux-en-Velin, et on a monté un projet qui s'appelle À vos ballons, mesdames. Okay. Voilà, l'objectif, c'était d'attirer dans un quartier prioritaire de la ville des jeunes filles exclues du sport qui viennent du coup voir et à la rencontre du coup des clubs sportifs de Vaux-en-Velin. Et de pouvoir du coup découvrir les vertus du sport. Et pour le coup, nous on en est convaincus que les vertus du sport, il y en a beaucoup. Le socialement intégré, être dans la cohésion de groupe, tout ça sont des belles vertus. Et aujourd'hui, en fait, nous, on a voulu en créer une économie. On travaille aussi avec les entreprises. Faut savoir une chose, c'est que cette SIC, elle est en destination du public. C'est vraiment un intérêt collectif, si vous voulez. Et donc, on travaille en transversalité, grosso modo, avec les entreprises, avec notre public, avec les institutionnels, avec de l'accompagnement vers l'emploi, avec de la création de CV, avec nos partenaires aussi, qui nous aident à tout ça. Et donc voilà le modèle, en tout cas, qu'on y a mis. Et pour le coup, on est vraiment satisfait de ces premières prémices. L'idée aussi, c'est d'arriver à fabriquer un modèle pérenne. Ce qui, dans le sport féminin, on le voit, hein, on l'a vu ces derniers mois, n'est pas si évident. On voit des clubs qui coulent, tout simplement. Exactement. Mais vous l'avez très bien résumé. On a 2 clubs aujourd'hui de première et de deuxième division qui se sont cassés la gueule, économiquement parlant. Hein. Et l'objectif, c'était de se dire, en fait, on va créer un modèle qui ne dépend plus du sport. C'est-à-dire qu'on peut descendre de première à troisième division, et on ne sera pas impacté, puisqu'en fait l'économie qu'on y a mis à côté, elle marchera toujours en fait finalement, parce que finalement le sport c'est un prétexte. Le sport, c'est ce qu'on y met, mais ce sont les valeurs du sport qu'on y met. C'est pas le résultat finalement qui va nous faire couler économiquement, si vous voulez. Et pour le coup, c'est aussi pour ne plus dépendre de gros sponsors, on va dire, ne plus dépendre des institutionnels aussi, et de pouvoir du coup continuer économiquement à marcher tout au long de l'année. Et après, par contre, si on peut être en première division, on dit pas non. vous prenez. Si ça peut marcher sportivement aussi, Philippe Audoux, c'est important cette pérennité économique de ces clubs qui sont si importants dans le tissu social, dans tout ce qu'ils font au niveau sociétal, notamment dans un quartier comme Vaux-en-Velin, dans une ville comme Vaux-en-Velin, pas un quartier, pardon. Oui, les clubs ont naturellement un rôle extrêmement important sur ces territoires, avec des enjeux économiques, de pérennité économique que tu viens juste d'évoquer. Et ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui sont en train d'évoluer dans les métiers qu'ils développent et dans les prestations qu'ils peuvent proposer. Il y a 10 ou 15 ans en arrière, le club de sport, c'était principalement un endroit où on venait faire de la compétition. Alors, il y a encore beaucoup de gens qui veulent faire de la compétition. On regarde. Mais il y a aussi maintenant des gens qui veulent aller dans un club pour pouvoir profiter d'infrastructures de qualité, pouvoir profiter d'un espace réceptif de qualité, pour pouvoir être accompagné et soutenu dans une démarche d'insertion professionnelle. Et donc, on voit que la mission des clubs est en train de s'élargir, et je trouve ça formidable, parce que le club est vraiment un lieu de rencontre, de brassage extrêmement puissant, dans lequel on crée des liens entre les individus, entre les personnes, et on sait que ces liens, ils permettent de faire de belles choses, notamment dans les champs que tu viens d'évoquer.
C'est le sujet de notre table ronde, hein, construire les nouveaux modèles du sport français. Vous en êtes un exemple. Vous allez me raconter après ce que vous faites avec Sport dans la ville, mais je me tourne vers vous. François Petit, ça passe par le club, ça passe par une entreprise aussi comme la vôtre. Je voudrais que vous vous présentiez, que vous nous présentiez votre entreprise Climb Up. Alors Climb Up a maintenant 30 salles en France. On est parti de Lyon, de Gerland. En 1997, c'était l'année de mon titre de champion du monde, mais j'étais un des cofondateurs de la salle de Gerland, qui était l'une des plus grandes, qui a évolué, qui a grandi. On s'est adapté aussi, le sport a évolué. Avant, c'était des grimpeurs qui venaient pour s'entraîner, pour l'été aller en falaise. Donc c'est plutôt une grosse partie, c'était des vrais grimpeurs ou des montagnards. Maintenant, on a 70-80% de nos clients qui feront que de l'escalade urbaine, qui n'iront pas à l'extérieur. Et l'escalade est en plein développement depuis 30 ans, depuis les premières salles d'escalade. On a travaillé avec Philippe à l'époque dans Sport dans la ville. Je ne sais pas si on travaille toujours avec vous, mais on accueille effectivement pour les parties escalade certains clubs, certains lycéens, collégiens, scolaires. On a à peu près donc, dans la salle de Gerland 300 000 entrées chaque année. Et il y a une partie de 60 000, ce sont des entrées sociales, ce sont des écoles, des groupes sociaux, des MJC qui viennent, ou des personnes à mobilité réduite qui viennent aussi. Il y en a qui viennent en fauteuil roulant, que l'on fait grimper. Voilà, donc on va devenir entreprise à mission, avec notre raison d'être. Ça veut dire quoi être une entreprise à mission, oui ? Alors on est pour l'instant une société, effectivement, ce sont des salles privées, on est une société effectivement privée. On a des investisseurs, on a toujours effectivement la majorité, nous, fondateurs, mais on a des investisseurs qui nous ont choisis aussi parce que l'escalade est un peu vertueux, parce que c'est des lieux de vie, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est vrai que les clubs ont changé, nous on a aussi changé, on s'est transformé avec le Covid. On est devenu encore plus accueillant avec des espaces de détente, des espaces de restauration. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux d'échange, et que nos clients vont rester un tiers du temps à faire de l'escalade, un tiers du temps à se reposer entre les blocs ou entre les voies, et un tiers du temps à boire un coup, à manger, à refaire le monde. Voilà. Donc c'est des lieux de vie. La entreprise à mission, c'est des entreprises qui, dans leur statut, mettre la mission, c'est une mission importante ou une raison importante, et l'escalade en elle-même. Donc notre mission, c'est ensemble, partageons notre passion de l'escalade pour le bien-être physique, psychique et social de tous. C'est vrai que dans le sport, il y a des valeurs. C'est surtout le sport, c'est la santé physique, la santé aussi mentale. Quand on fait du sport, on se détend, on s'allège de nos problèmes. Mais c'est aussi social parce qu'on échange, on partage un bon moment. Voilà. Là, on est complètement dans l'inclusion. Le but, c'est finalement de faire de l'escalade à tout le monde. Je voudrais qu'on détaille, c'est notamment tous les âges. Alors, on a déjà effectivement des cours enfants à partir de 2 ans et demi, jusqu'à on a des clients qui ont 97 ans, donc c'est différent de Tintin, 7 ans, 77 ans, c'est plutôt 3 ans, 97 ans. On a 48% de femmes dans nos clients. Les cours débutants pour initier, on en a beaucoup, hein, c'est plutôt des femmes qui viennent. Et on voit que post-Covid, il y a un intérêt pour les femmes, en tout cas, à faire du sport loisir, c'est pas du sport élitisme, etc. Donc on a vraiment des tranches d'âge très larges, des parents qui viennent avec des enfants, des grands-parents qui viennent aussi avec leurs petits-enfants grimper, sur une ligne de corde. Donc en fait, on a des voies d'escalade ou des blocs. Il y a toujours des voies faciles, des voies moyennes et des voies difficiles pour que chaque couple de grimpeurs, hein, parce qu'on a une corde, puisse trouver sa voie, son niveau. Donc voilà, l'enfant avec son père. Alors après, on a des systèmes aussi pour qu'un enfant de petite taille et de poids réduit puisse assurer quelqu'un de plus grand, plus costaud, avec un système qui ne l'envoie pas au sommet de la voie en l'assurant, quoi. Voilà. Vous parliez aussi des personnes en situation de handicap. Comment ça se passe? Comment vous êtes adapté à ça? Alors chaque salle d'escalade sur nos 30 salles ont un ou plusieurs moniteurs APA qui sont spécialisés pour encadrer des personnes à mobilité réduite, où on a aussi des MJC, des centres sociaux, des personnes à suivre spécifiquement. Donc chaque salle a son moniteur et on les accueille dans nos espaces effectivement de voies ou de blocs, et en sachant qu'ils sont tous mélangés avec nos publics. Donc on est ouvert de 8h à minuit, on accueille des écoles, des groupes sociaux ou des personnes à mobilité réduite, pareil de 8h à minuit.
Alors c'est plutôt dans la journée, mais en tout cas ils sont mélangés. Et pour ces groupes-là, c'est très important d'être intégrés, d'être avec Pas les avoir autres. des créneaux séparés. Voilà. Ou... Et donc nous, notre politique, c'est ce que j'ai imposé il y a 20 ans, c'est d'avoir des voies faciles, accessibles de partout. Il n'y a pas un secteur de voies difficiles, un secteur de voies faciles. On essaye d'intégrer tout le monde. Et c'est pour ça que c'est ce qui fonctionne. Les gens échangent en escalade. On échange d'un nouveau client, un nouveau grimpeur aura peut-être des questions. Et puis le grimpeur d'à côté va lui répondre, va l'aider. Donc il y a une bienveillance, il y a un échange là-dessus. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes différentes qui viennent grimper. On a des horaires aussi happy hour pour des étudiants ou pour des retraités, où c'est plus calme dans la journée. Et puis le soir, effectivement, c'est là où on a le plus de monde, de 18h à 22h. Vous parlez des étudiants. Il y a une politique aussi de tarifs qui est adaptée. Là, on reste encore dans ce thème de pouvoir accueillir tout le monde finalement. Alors, on essaie d'accueillir tout le monde. Effectivement, il y a des tarifs adaptés. Il y a des tarifs étudiants, des tarifs happy hour étudiants. Et puis, on a des tarifs pour les groupes, c'est à l'heure, par enfant, avec des packages pour des groupes au-dessus de 20 personnes. On essaie vraiment d'accueillir tout le monde avec des tarifs assez spécifiques. Je voudrais que vous me parliez aussi du fonds de dotation de Climb Up. Alors ce fonds de dotation, on l'a créé l'année passée. C'est un fonds de dotation pour aider des actions sociales ou sociétales qui sont un peu liées à l'escalade ou à la montagne. Mais par exemple, on a aidé une école de Marseille, une primaire, à aller dans les calanques pour découvrir l'escalade avec des guides ou des moniteurs d'escalade. Ce n'est pas les nôtres, mais en tout cas, on a payé le coût de cette journée. Pareil, un lycée spécialisé de Brest qui est allé à l'UCPA à Chamonix pour découvrir la montagne. Il y a aussi des actions plus, on va dire, élitistes, mais qui vont après faire découvrir en fait, c'est des tours d'Europe avec la réalisation de voies les plus difficiles. Et puis après, ils passent dans les écoles, c'est dans le sud de la France, pour partager ce moment et être un peu inspirateur. Inspirer des enfants ou des plus grands à aller à l'extérieur. Voilà. Pourquoi alors bravo pour toutes ces actions. Déjà, pourquoi vous aviez cette volonté d'inclusion dans l'escalade? Est-ce que vous constatiez il y a 20 ans que finalement il y avait des publics qui étaient malheureusement éloignés de l'escalade et que comment ça s'est passé? Alors, déjà, l'escalade il y a 20 ans n'était vraiment très peu connu. Maintenant, donc, on rappelle que c'est un sport olympique désormais. C'est devenu un sport olympique depuis 2020, enfin de 2021 à Tokyo. Mais en tout cas, voilà, ça sera à Paris en 2024. Moi, je faisais des compétitions depuis 1988. C'est vrai que c'était pas assez connu à l'époque. On a présenté en 1992 l'escalade aux Jeux Olympiques d'Albertville. Donc ça a été très long comme processus. On continue, on communique effectivement de plus en plus dans la presse, sur les réseaux sociaux. Et maintenant, l'escalade commence à être connue, reconnue. Mais effectivement, il faut pouvoir faire accéder à nos salles tout le monde, tous les publics. Il y a des clubs d'escalade aussi, donc qui sont à l'initiative du mouvement d'escalade en France il y a 20-25 ans, qu'on accueille aussi. Il y a certains de nos meilleurs jeunes, parce qu'on n'est pas un club, vont dans ces clubs pour pouvoir faire des compétitions. Mais nous, on essaye d'être vraiment loisir, d'accueillir tout le monde. On n'est pas élitiste. Voilà. On voit, Philippe Audoux, finalement, que l'inclusion par le sport, ces nouveaux modèles, ça passe effectivement par le privé, par des associations, par des clubs, et que tout le monde doit travailler un petit peu ensemble pour développer ces nouveaux modèles? Oui, jusqu'à un passé récent, c'est encore le cas sur beaucoup de territoires, les infrastructures sportives appartiennent aux collectivités locales. Ça représente souvent un coût important pour les collectivités locales. Et moi, je pense que tout ce que François a développé en atteste. Ce qu'on a pu faire dans un champ d'intérêt général aussi le démontre. Mais je pense que les collectivités locales, si elles souhaitent que toujours plus de personnes puissent avoir accès à une pratique sportive pour tous, auraient intérêt à déléguer plus fortement l'exploitation de leurs infrastructures sportives. Il y a beaucoup d'infrastructures sportives qui sont en mauvais état, qui nécessitent des travaux de rénovation, de remise en état. François le disait, maintenant, quand on va dans un club, on veut avoir un lieu de vie, un lieu de détente, un lieu où on peut aller en famille. Oui, mais qui payerait du coup pour rénover ces infrastructures? Je pense que si on modifiait un peu
le modèle économique de ces infrastructures. En tout cas, si on laissait plus la possibilité à des associations ou à des acteurs privés de pouvoir exploiter ces espaces sportifs, il y a très certainement des investissements qui pourraient se faire pour permettre la rénovation d'infrastructures. Je vais vous donner un exemple très concret. Sport dans la ville, on a un campus à Vèze qu'on a construit pour les jeunes de Sport dans la ville. Donc il est ouvert 365 jours par an. On accueille 25 000 jeunes par an sur le site. Ils viennent gratuitement profiter de l'infrastructure. On a signé avec la ville de Lyon un bail amphithéotique administratif sur une période très longue de 40 ans. On s'est engagé dans le cadre de cette confiance que nous a fait la ville de Lyon à tout remettre à neuf. Voilà. Et donc en fin de journée, parce qu'on ne peut pas être dans la gratuité complète, en fin de journée, on a des adultes qui viennent, des entreprises qui viennent, qui louent les infrastructures. Et du coup, on a trouvé un modèle économique où on arrive à équilibrer notre niveau de charge avec des recettes en face. Et un investissement important, très important, qui a été fait sur le site grâce à des soutiens publics et grâce à des soutiens privés. Voilà. Et ce qui nous a permis de faire ça, très concrètement, c'est la mise en place d'un bail sur une longue durée où l'association, du coup, a eu confiance pour investir et pour solliciter ses partenaires publics et privés qui ont bien sûr investi à nos côtés et qui nous ont permis de créer cette infrastructure merveilleuse qui est ouverte 365 jours par an et qui bénéficie à des centaines, à des milliers de jeunes du territoire lyonnais. Et ça, je trouve que c'est un modèle intéressant, qui est innovant et qui a permis, avec un soutien public, un engagement public, des soutiens privés, de créer un lieu de vie sportif de très grande qualité. Effectivement, ça, pour répondre à votre question, c'était compliqué il y a 10 ans ou 20 ans. Le sport était un peu séparé entre le sport associatif, le sport privé, qui était plutôt les salles de fitness, les clubs de foot, les clubs. Et il faut travailler ensemble. Nous, sur la partie escalade, celle que je connais bien, c'est un sport effectivement pour tous. Donc il y a des écoles qui viennent, puisque l'escalade, c'est dans l'évolution d'un lycéen. On a des primaires qui viennent aussi. Donc ils viennent dans vos salles privées? Oui. Donc ça, on a des accords locaux avec les collectivités pour un financement soit des lycéens, des collégiens ou des écoles primaires. Les écoles primaires viennent avec leurs moniteurs, on va dire, leurs profs. Les lycéens avec effectivement leurs profs. Alors des fois, on intervient aussi quand il y a un problème de sécurité. Nous, on ne veut surtout pas qu'il y ait d'accidents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un moniteur diplômé d'État limité à 12 personnes, alors qu'il a fait à peu près un an pour avoir son diplôme de stage, et un prof, des fois, il n'est pas, on va dire, compétent spécifiquement pour toutes les activités, donc pour l'escalade, et il peut encadrer 35 enfants. Donc des fois, on les voit arriver chez nous, c'est compliqué. Mais donc on travaille de plus en plus ensemble avec les collectivités, qui comprennent l'intérêt, effectivement, de payer plutôt des lycéens ou des collégiens à aller à une salle privée qui est bien exploitée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en escalade, les grimpeurs, de tout grimpeur, des jeunes ou des moins jeunes, veulent de nouvelles voies chaque jour ou chaque semaine. Et c'est vrai que les murs d'escalade dans des clubs changent tous les 6 mois ou chaque année. Et c'est vrai, comme c'est des petits murs, au bout d'un mois ou deux, ils ont fait le tour de toutes les voies. Alors que nous, on renouvelle chaque semaine 25 voies à peu près, 30 blocs dans chacune de nos salles, et c'est ce qui fait qu'on a des clients qui reviennent. Ils veulent toujours de la nouveauté, ils veulent grimper, et puis un grimpeur reste 2-3 heures à grimper chez nous. Et donc maintenant, on travaille de plus en plus aussi sur des délégations de services publics. Donc il y a d'autres partenaires aussi qui font ça, mais la mairie effectivement finance, ou la collectivité finance une infrastructure, une piscine, un mur d'escalade, et le délègue en gestion à des spécialistes de l'activité, quoi. Ouais, on comprend que les nouveaux modèles du sport français, c'est aussi des nouveaux modèles économiques finalement. C'est ce que vous me racontez finalement depuis le début, ce que vous racontiez tout à l'heure aussi, François. Qu'est-ce que je reviens là-dessus. Qu'est-ce que du coup, on parlait d'échanger, de travailler ensemble. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous avez fait dans votre club avec Sport dans la ville? Alors là, très prochainement, on va intervenir du coup sur l'opération Elle dans la ville. Et donc on a des joueuses, on met à disposition en fait des joueuses professionnelles qui viennent en fait faire découvrir déjà l'activité handball, leur parcours, parce qu'il faut savoir que ces joueuses sont et professionnelles, mais aussi il y a des joueuses semi-professionnelles. Donc soit elles travaillent à côté, soit elles sont à l'école, soit elles ont un parcours, on va dire professionnel autre que le handball. Et donc c'est aussi venir témoigner auprès de ces jeunes filles, un partage d'expérience, tout simplement. Voilà. Donc le matin, je crois qu'il y a une partie activité physique, ludique,
ludiques, etc. Donc qui sont vraiment encadrés par ces jeunes joueuses. Et après, l'objectif, c'est d'échanger, de pouvoir voir. Il y a possibilité d'aller vers le sport féminin, mais aussi peut-être d'aller vers le haut niveau. Ça les fait un petit peu rêver aussi par la même occasion. Donc voilà, c'est là prochainement, je crois que ça va être en avril de mémoire, qu'on travaille avec Sport dans la ville. Les nouveaux modèles du sport français. Est-ce que, allez, je me tourne vers vous, peut-être on va rallumer un petit peu la lumière pour avoir peut-être vos questions à François Petit, Jules Jacquet et Philippe Audoux dans la salle sur ces nouveaux modèles du sport français et cette pratique accessible à toutes et à tous. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut donner les micros dans la salle? Oui, je crois. Oui, quelqu'un? Et lancez-vous, allez-y, posez des questions. Oui, ça y est, on a les micros. C'est bon. Question, quelqu'un? Une intervention peut-être? Trop de timides, mais qu'est-ce que vous faites? Ça y est, je crois qu'on a quelqu'un. Je suis désolée, je vois pas très bien avec la lumière. Bonjour, j'aurais une question pour Jules Jacquet, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous approcher un petit peu? Je suis Oui. désolée, on ne vous voit pas beaucoup. Merci. Jules, comment ce modèle de club féminin peut-il être reproduit et étendu à d'autres communautés et régions? Je suis désolée, on ne comprend pas très... Est-ce que vous pouvez peut-être rapprocher le micro? On ne comprend pas tout ce que vous dites. Voilà. Jules, comment est-ce que ce modèle de club féminin peut-il être reproduit et étendu à d'autres communautés et régions? Et est-ce qu'il y a des exemples à l'international? Alors, le premier exemple déjà sur le modèle, en tout cas SCIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, il existe à Bastia, puisque le club de Bastia en foot l'a déjà effectué, et là c'est le club des supporters en fait qui ont monté du coup. C'est un modèle de socios, hein, excusez-moi, Ouais, exactement. Comme on connaît dans des clubs, de Tout à grands fait. clubs de football européen. C'est le même principe. Donc nous on n'appelle pas ça des partenaires, on appelle ça des sociétaires, on appelle ça des vrais socios. Voilà, donc on a des socios aujourd'hui. Comment le reproduire? Eh ben nous on peut vous accompagner. Nous on s'est fait accompagner aussi par les SCOP. Par la SCOP. On fait partie des SCOP et donc en fait on s'est fait accompagner aussi pour monter ce projet-là. Faut savoir qu'on a eu une grosse audit aussi à l'intérieur de notre club pendant plus d'1 an. Donc ce projet-là, il date déjà il y a 2 ans en arrière. Hein. Pendant 1 an, on a fait un audit sur nous. Où, voilà, il a fallu trouver des ancrages, savoir là où on voulait aller, si on voulait avoir un gros actionnaire, si on voulait en avoir plusieurs, si on voulait avoir une décision collégiale, la répartition. Donc ça prend du temps. Donc oui, on peut le reproduire. Pour moi complètement. Ça prend du temps, mais c'est hyper intéressant. Et il faut savoir aussi qu'il faut vraiment être dans une logique de partage. Parce que ce sont des décisions qui sont vraiment, qui doivent être partagées par l'ensemble des collèges. Et donc voilà, et ça ne se restreint pas qu'au sport de haut niveau. Je pense que toute association sportive peut créer ce type de société. Oui, c'est pas un modèle vertical, c'est vraiment un modèle où on décide à plusieurs. J'espère que j'ai répondu à votre question. On a une question ici devant. Oui. Ok. Bonjour, merci beaucoup. Du coup, je rebondis sur cette question par rapport, par exemple, à l'ASVEL féminin qui est devenu entreprise à mission. Pour vous, quelle est la différence entre ce modèle de scope, on va dire, et le modèle d'entreprise à mission? Et pourquoi avoir fait ce choix plutôt d'aller vers ce modèle-là? C'est une bonne question. Je vais essayer d'y répondre le mieux que je peux. On va dire, alors déjà nous aussi on est entreprise à mission parce que étant donné qu'on est rentré dans les scopes, on est aussi entreprise à mission. On fait partie de l'économie sociale et solidaire. On a une grosse partie RSE. Faut savoir que nos missions, l'ensemble de nos missions que l'on mène, elles sont vraiment en direction de l'humain avec les valeurs du sport. Je pense que l'ASVEL, notamment l'ASVEL féminin, ont aussi ce genre de procédé. Néanmoins, nous, on s'adresse vraiment à tout type de public.
que ça soit des gens issus des quartiers prioritaires, que ça soit des gens issus de Lyon, que ça soit des entreprises, etc. En fait, notre objectif, si vous voulez, c'est vraiment de faire de la transversalité entre tout ce monde-là et de pouvoir faire profiter notre réseau à l'ensemble de ce public. Voilà. Donc je pense en tout cas que je ne connais pas très bien encore l'activité de l'ASVEL à proprement dit, mais je pense en tout cas que la différenciation qu'il peut y avoir, elle doit se faire ici. Et que le modèle, pourquoi on est allé dans ce modèle-là? Parce qu'il faut savoir que la SUL, historiquement, si vous voulez, il y a toujours eu un conseil d'administration comme dans toutes les associations, mais ça a toujours été un modèle où on partage les idées et on crée de la valeur ensemble et on crée avec, que ça soit avec les institutionnels, avec nos partenaires, voilà, on nous a toujours aidé en fait, si vous voulez, à monter, à créer des projets vraiment en direction de notre public. Et pour nous, quand on a vu le modèle, notamment à Bastia, ça nous a semblé hyper logique de créer ce modèle-là et de continuer finalement. En fait, on a créé Esprit Sport Management, du coup, qui est la société, le nom de la société, et en fait, on s'est retrouvé complètement dans ASUL. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment lié ces deux parties, qui aujourd'hui fait une seule entité, qui est ASUL. J'espère avoir répondu aussi à votre question. Super, merci. Et après, ce qui est différent, c'est quand même qu'une entreprise à mission, enfin c'est une société, une SAS en général, on va dire comme Danone, donc peut gagner de l'argent. C'est une entreprise à mission puisqu'il se met des missions sur du long terme ou du moyen terme avec CO2 ou autre. Donc c'est ce qu'on s'est mis aussi. Mais donc c'est pareil sur les décisions stratégiques, c'est les associés qui décident, donc ça dépend des droits de vote qu'ils ont, alors que je pense qu'une SCOP ou une SIC est différent sur ce point-là. Voilà. C'est pas les mêmes objectifs, pas la même programmation. Ouais. Une autre question devant encore. Bonjour, moi j'ai une petite question pour François, du coup on se parlait d'entreprise à mission. J'avais une question par rapport justement aux salles privées. On voit en effet, moi je suis moi-même grimpeuse et abonnée à Climb Up, et je vois qu'en effet il y a de plus en plus ça drive de plus en plus de personnes, de monde, et sur ces personnes-là il y aura forcément une part qui va se convertir à la falaise. Et aujourd'hui, est-ce que finalement on ne se dit pas que ces salles privées ont quelque part une responsabilité dans la préservation des lieux outdoor, donc des falaises? Tout à fait. Non, mais c'est une réflexion que j'ai actuellement. Alors, moi, je suis un ancien compétiteur. J'ai été entraîneur de bloc, de l'équipe de France de bloc, et je suis au conseil d'administration de la FFME, la Fédération française de la montagne et de l'escalade, délégué du ministère. Donc, je connais ces problématiques, on va dire, avec les enjeux de falaises et qui étaient déléguées à la FFME. Elles se désengagent de la responsabilité des ouvertures. Donc il y a une grosse problématique là-dessus. Donc elles se désengagent pour transmettre la responsabilité à des clubs locaux ou à des collectivités locales. Après, il y a des collectivités qui fonctionnent très bien, comme Orpierre, qui développent ces falaises ou d'autres. Mais c'est vrai que sur Presles, il y a eu un petit rebondissement, après qui concerne 1/10 de secteur de Presles. Alors, nos clients, effectivement, à 80% ou 75% resteront en urbain. On initie des gens pour aller à l'extérieur, donc déjà avec nos cours. Il faut savoir que on est l'un des seuls acteurs en France à proposer des voies d'escalade aussi. Les autres, c'est plutôt que du bloc. On appelle plutôt bloc et restaurant. Il y a Altissimo, qui est une ancienne enseigne de salles d'escalade, qui est toujours là avec 8-10 salles d'escalade, qui propose des voies d'escalade. Et c'est vrai que le bloc, il y a beaucoup moins de le tremplin se fait beaucoup moins facilement vers l'extérieur, à part en bloc à Fontainebleau. Mais nous, effectivement, on essaye de former nos clients pour grimper en toute autonomie en tête aussi. Donc on a des cours d'escalade pour aller en tête. Et effectivement, on a une certaine, pour moi, donc on est en échange avec la FFME pour essayer de... Et puis on a créé un syndicat des salles d'escalade. J'étais l'un des premiers à créer ce syndicat en juin 2020. Maintenant, on a 100 salles ou 130 salles qui sont regroupées sur ce syndicat-là. Et on essaye de faire des actions plus effectivement communes, plus vertueuses pour les falaises. Moi, je viens des falaises, je viens d'Albertville, donc j'ai fait le Mont Blanc, je grimpe toujours en falaise. Et c'est important qu'on garde notre éthique, on garde notre âme, qui est la nature aussi.
Mais ce qu'on disait j'écoutais la conférence précédente sur tout le dégagement de CO2 par rapport au transport. Donc si nos clients vont à l'extérieur prendre une journée pour aller faire 300 km aller-retour en une falaise, et voilà, et on propose plutôt des salles d'escalade indoor en ville pour qu'il y ait moins de déplacements, pour qu'il y ait moins de pollution CO2 et que des transports en mode doux pour venir chez nous. Donc on incite plutôt ça, on travaille là-dessus, mais il faut aussi qu'on sécurise les falaises autour de nos salles d'escalade ou en France. Donc on est en train de travailler là-dessus parce que l'ensemble des salles d'escalade, c'est un gros chiffre d'affaires. Nous, Climb Up, on accueille 3 millions de personnes chaque année. Alors, c'est 300 000 personnes différentes. Hein. En général, ils viennent en moyenne 10 fois par an, une fois par mois. Il y en a qui viennent 4 fois par semaine. Hein. Mais en moyenne, c'est 3 millions, effectivement, de personnes d'entrée. Et l'ensemble de nos salles génère à peu près 2,5 millions, 3 millions de personnes différentes en tant que grimpeurs. Donc, on a un impact important, effectivement, pour aussi essayer d'aider à l'aménagement des sites naturels. Merci. Allez, une dernière question, parce qu'on est un peu limité par le temps, et après je vous laisserai, dès leur descente de scène, leur poser peut-être directement des questions. Mathieu Millet, France 2023. Je suis un ancien collaborateur de Sport dans la ville. J'ai une question pour Philippe, du coup. On voit émerger depuis plusieurs mois, années, différents événements autour de l'insertion par le sport, que ce soit du stade vers l'emploi, autour du football, de l'athlète, etc. Est-ce qu'on peut imaginer dans les mois et les années à venir que l'insertion ou l'inclusion par le sport devienne une véritable formation et une école de référence auprès des pouvoirs publics et des futurs partenaires privés qui demain seront les employeurs des jeunes et des moins jeunes? Merci Mathieu. Je crois qu'aujourd'hui, ça fait maintenant 15-20 ans qu'un certain nombre d'acteurs associatifs, clubs, associations comme Sport dans la ville et autres ont apporté la démonstration que le sport était un magnifique outil pour emmener des jeunes et des moins jeunes, d'une pratique sportive jusqu'à un emploi en entreprise. Et ce sujet, je crois, l'État s'en est saisi. J'ai participé ces derniers mois à pas mal d'échanges avec des représentants de l'État. Il y a toute une réflexion là qui est engagée autour de la création de France Travail qui va fusionner Pôle emploi, rapprocher les autres acteurs publics de toutes les politiques publiques nationales qui sont mises en place dans le champ de l'emploi. Et alors, les décisions, les arbitrages finaux n'ont pas encore été réalisés, mais j'ai l'impression qu'on va, pour la première fois, donner une part importante aux dispositifs d'insertion par le sport, pour que ces dispositifs deviennent des dispositifs de droit commun et soient totalement intégrés dans la politique publique de l'emploi de l'État. Ce qui est une excellente nouvelle, bien sûr, pour toutes les personnes qui pourront en bénéficier. Pardon, non, je vous coupais, mais effectivement, c'est une bonne nouvelle et c'est un des sujets qu'on va développer cet après-midi dans les tables rondes de l'après-midi. Merci à tous les trois. Merci pour vos questions. On peut les applaudir et effectivement, n'hésitez pas à leur poser vos questions directement. Je vous raccompagne et puis on va continuer à parler inclusion. Merci à tous les trois.
à tous les trois et du rôle universel joué par le sport dans les changements sociétaux. Tiens, on va à présent commencer par un message que tenait à vous faire passer ici à Sport Unlimited Tech Lyon le secrétaire général du comité paralympique et sportif indien qui avait une annonce à vous faire. Il s'appelle Gurcharan Singh et je vous laisse écouter son message en vidéo. Good day to everybody. I, Gurcharan Singh, have been associated with Paralympic Committee of India, which is a national sports federation, since last over 12 years. Presently, I am working as Secretary General, longest serving official and functionary in the Paralympic Committee of India. I am also an ex-national reputed athlete and therefore knows the intricacies of the sports management. During this period of last 12 years, I had the opportunity to be the chief chef de mission of the Indian mission for the 2018 Asian Para Games, which were held at Jakarta, and Tokyo 2020 Paralympic Games, and also now nominated to be the chef de mission for the upcoming 2022 Hangzhou Asian Para Games to be held this year in October in China, and for 2024 Paris Paralympic Games. The para sports is dedicated to showing the transformational power of sports